Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, le 10e de la série Trading Masters. Imaginez un peu être capable de deviner en quelques minutes la valeur d'une entreprise, que ce soit le restaurant du coin ou l'action Apple. On va même essayer d'aller plus loin, puisqu'on va parler de valoriser un appartement, un bitcoin, voire même une vie. On va dès maintenant distinguer deux choses, la valeur et le prix. La valeur, c'est quelque chose qui vous est personnel. Si vous demandez à 10 personnes dans la rue, vous aurez sûrement 10 valeurs différentes. Le prix, lui, est déterminé par le marché, donc par les acheteurs et les vendeurs de ce bien. J'ai des objets chez moi qui ont une grande valeur, enfin pour moi, comme des photos, des souvenirs, mais qui pour un cambrioleur ne valent rien. Et je vois souvent par exemple dans les brocantes des vieilles cartes postales en noir et blanc qui datent d'un siècle et sont vendues pour peut-être 50 centimes. Bon, j'en ai jamais acheté et puis d'ailleurs ça m'intéresse pas. Mais j'ai une carte postale que mon arrière-grand-père a envoyée quand il était sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Et cette carte postale a pour moi une grande valeur, alors que pour tout le monde, elle vaudrait au mieux les 50 centimes des cartes postales anciennes. Et j'ai un autre exemple dans l'immobilier. Ma femme et moi avons acheté un appartement dans une station de ski il y a 3 ans. Donc c'est une station avec un marché immobilier assez tendu, station recherchée, beaucoup d'étrangers, etc. Lors de l'achat, on a pu négocier un petit peu, mais pas tant que ça, parce que l'appart était très bien placé et dans un état impeccable. On y est beaucoup allé les 2 premières années, et puis ensuite beaucoup moins. Et nos voisins, au même étage, donc il y a 2 appartements par étage, nous ont proposé de le racheter parce qu'ils voulaient s'agrandir. Et ils trouvaient pas à racheter plus grand dans la station. Au départ, on a dit non, et puis on a changé nos plans 6 mois plus tard et on les a rappelés. On leur a dit « Ok, mais on veut pas perdre d'argent dessus. Donc on vous propose au minimum notre prix d'achat plus tous nos frais, notaires, etc. » Alors que le marché n'avait pas augmenté entre-temps. On leur a donc proposé un prix qui était au-dessus du prix du marché, d'environ 10%. Mais ils ont accepté sans négocier un euro. Parce que pour eux, cet appart avait plus de valeur que pour quelqu'un d'autre. Car il leur suffisait de casser un mur entre les deux pour en faire un grand appartement. Et en fait, pour s'agrandir, ils auraient dû revendre leur appartement, donc peut-être payer de l'impôt sur les plus-values, et puis racheter le double en payant des frais de notaire sur la totalité, plus l'inconnu des voisins, de l'état de l'immeuble, etc. Et ça, c'est une transaction idéale, c'est-à-dire acheter un bien qui a une grande valeur pour vous, mais pas pour le vendeur. Ou bien, dans le cas que je viens de citer par exemple, vendre à quelqu'un qui place une grande valeur dans le bien et qui permet d'en augmenter le prix. Au départ, les économistes sont partis du principe que la valeur, c'est le coût de construction. Donc, on va dire les matières premières plus le travail fourni. Mais on se rend vite compte que ça suffit pas. Perso, je dessine très très mal. Donc je pense que je peux mettre 10 heures à faire une toile et personne ne voudra l'acheter pour le prix de 10 heures de travail. Donc, les économistes ont rapidement compris ça et se sont mis à parler d'utilité. C'est-à-dire les avantages qu'on va avoir à posséder le bien. Donc ça peut être vivre dedans pour une maison, toucher les dividendes pour une entreprise, etc. Pour en revenir à mes fameux talents d'artiste, donc la fameuse toile sur laquelle j'ai passé 10 heures. Donc personne ne va m'acheter la toile, donc elle vaut 0. À la limite, ma mère va lui accorder une certaine valeur, mais c'est tout. L'exemple classique, c'est le verre d'eau dans le désert. Donc vous êtes perdu dans le désert, que des dunes à l'horizon, il fait 40 degrés, pas d'ombre, et on vous propose un verre d'eau. Le premier verre d'eau va valoir très cher, bien plus que son coût de production. Et vous êtes prêt à payer, à donner, j'imagine, à peu près tout ce que vous avez à ce moment-là pour l'avoir. Le deuxième verre d'eau vaudra un peu moins, et etc. Et chaque verre d'eau vaudra de moins en moins pour vous. Imaginons maintenant que vous êtes totalement réhydraté, vous avez toutes vos gourdes qui sont pleines, et que on vous propose à nouveau des verres d'eau. Là, j'imagine que pour vous, vous seriez pas prêt à acheter un verre d'eau supplémentaire, même pour bien moins cher que son coût de production. C'est ce qu'on appelle en économie l'utilité marginale décroissante. Chaque unité de plus nous fait de moins en moins plaisir. Et ça, c'est vrai pour presque tout. J'ai 2 exceptions en tête, les drogues et les collections. Les collections, c'est un bon exemple parce que on peut imaginer que quand il vous reste plus que 2 ou 1 objet à collectionner, cet objet vaut beaucoup plus pour vous et pour avoir la collection complète que tous ceux que vous avez eus jusqu'ici. Ensuite, en plus du coût de production et de l'utilité, les économistes se sont rendus compte que l'opinion des autres peut influencer la valeur du bien. On peut quand même avoir besoin du bien, mais son importance est secondaire par rapport au prestige.
L'anticipation de prix ne se fonde plus sur la valeur fondamentale, mais sur les croyances des acteurs qui font le marché. En fait, on ne se demande plus combien ça vaut, mais combien les autres pensent que ça vaut. Pour expliquer cette différence, l'économiste Keynes procède par analogie avec la situation d'un concours pour choisir la reine de beauté. En fait, Keynes parle d'un concours organisé par les journaux où les participants ont à choisir les 6 plus jolis visages parmi une centaine de photographies. Mais le prix est attribué à celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des concurrents. Donc au final, chaque concurrent ne doit plus choisir les visages qu'il juge lui-même les plus jolis, mais ceux qu'il estime les plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents. Et en fait, comme tout le monde réagit de la même manière, tout le monde essaye de deviner les 6 visages qui seront choisis en moyenne. Et donc au final, on peut passer à un 3e degré où les gens ne pensent plus à ce que les gens vont choisir, mais ils vont imaginer ce que les gens pensent être la moyenne des visages les plus jolis. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, la finalité du concours, c'est d'avoir une faculté à découvrir l'idée que l'opinion moyenne se fera à l'avance de son propre jugement. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais si je prends l'exemple des marchés, je peux penser par exemple que les actions sont trop chères. Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les autres. C'est est-ce qu'ils pensent aussi que c'est trop cher? Est-ce qu'ils vont vendre à la moindre mauvaise nouvelle? Ou est-ce qu'au contraire, ils pensent que c'est sous-évalué? Et c'est encore plus vrai avec les cryptos. Finalement, moi, ce que j'en pense, c'est pas important. Ce qu'il faut que je devine, c'est ce qu'en pense la majorité des investisseurs. Après ce côté théorique, on va appliquer la valorisation à l'immobilier, par exemple. Est-ce que le coût de production est valide? Plus ou moins. On peut toujours utiliser effectivement le terrain plus le coût de la construction. Pour une maison, ça marche assez bien. Mais pour un immeuble, comment est-ce qu'on peut faire dans une grande ville, à Paris, à Londres, où finalement le prix de construction est toujours le même, on va dire en France, entre 1500 et 2000 euros le mètre carré. Mais à quoi ça sert pour valoriser les prix dans des villes qui sont à 10 000 euros le mètre carré? Et en fait, on se rend très vite compte qu'on ne fait que repousser le problème, parce que finalement, ce qui va valoir le plus, surtout dans les grandes villes, c'est le terrain. Et on peut à nouveau se poser la question, comment valoriser le terrain? Et là, le coût de construction fait évidemment aucun sens. Donc si on passe maintenant au concept d'utilité, on peut comparer le coût d'achat à une location. Donc si vous cherchez à faire de l'investissement locatif, vous pouvez comparer à un taux de rendement en vous disant, je pourrais le louer 1000 euros, j'aimerais 5% de rendement, donc 12 000 euros de loyer annuel, divisé par 5%, ce qui donne 240 000 euros. Donc juste en vous basant sur le loyer estimé, le taux de rendement que vous estimez juste pour vous, vous pouvez en dériver un prix d'achat ou de vente. Mais l'immobilier, bien sûr, c'est pas une science exacte. Mais entre le coût de production, les comparaisons avec les transactions récentes, les loyers, essayer d'estimer un taux de rendement, etc., on arrive quand même à valoriser un bien assez facilement. On va passer maintenant à un domaine un peu plus difficile avec les crypto-monnaies, et on va prendre l'exemple le plus connu, le Bitcoin. Donc si je reprends le coût de production cette fois-ci, de combien est-il? Le prix pour miner un Bitcoin est très variable suivant les pays. Donc à la date de ce podcast, le prix pour miner un Bitcoin en France est de 7 900 $. Le pays le moins cher, c'est Trinidad et Tobago, à 1190 $, 1190 $. Les États-Unis sont à 4 700 $, et la Corée du Sud, 26 000 $. On a donc des différences énormes. Et à nouveau, le coût de production, il fait pas toujours du sens, surtout comme dans le cas du Bitcoin, où une grande quantité de biens a déjà été produite. Et ce sera bien pire lorsque tous les Bitcoins auront été minés, auront été produits, on n'aura même plus de notion en fait de coût de production. Donc si on oublie le coût de production, on va passer à l'utilité maintenant. Est-ce qu'on a besoin du Bitcoin? Là, la réponse n'est pas toujours évidente, et pour moi, pas vraiment. Pour payer, on a le dollar, l'euro, le franc suisse en tant que monnaie. Ensuite, en tant que moyen de paiement, on a les cartes bancaires, les virements PayPal. Pour stocker de la valeur chez soi, on a l'or qui agit comme réserve. Alors c'est vrai qu'il y a, si on sort de l'or, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Alors bien sûr, un des intérêts, on va dire, c'est toute la partie confidentialité, le fait d'être que ce soit anonyme, le fait aussi d'être indépendant des États. Donc on n'est pas dépendant d'une banque centrale ou des banques qui vont émettre de la monnaie potentiellement trop et donc dévaloriser la monnaie elle-même. Donc oui, de ce côté-là, on peut dire qu'il y a un besoin des consommateurs. Mais les États ne se laisseront pas faire.
Autant pour la partie confidentialité, on sait la chasse que font tous les États aux fraudeurs et à tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc là, ça va rapidement poser un problème. Et ils vont trouver à un moment un moyen de taxer les gains sur le Bitcoin et de surveiller l'activité. Et puis sur la partie indépendance, effectivement, on est indépendant des États, mais on est toujours dépendant, moins sur le Bitcoin, mais dans d'autres cas, d'avoir un modèle qui se mette et des développeurs qui aient fait des erreurs dans leur code. Donc oui, on a un certain besoin des consommateurs, donc une certaine utilité, mais on va dire qu'il y a toujours un doute. Et puis, pour reprendre l'historique du Bitcoin, et puis sans être un spécialiste, loin de là, moi ce que je trouve super intéressant, c'est que les premiers investisseurs, et ça pendant vraiment toutes les premières années, c'était des geeks. Des geeks pour qui le Bitcoin, c'est plus qu'un investissement, c'est vraiment un mode de vie, c'est un moyen de changer de monde, c'est un moyen de se rebeller, sans contrôle des États, avec vraiment cet esprit de révolution. Et ça, c'est tellement vrai que si on prend leur slogan, par exemple, hold, ou hodl, pour dire il faut tenez bon, même si ça monte, même si ça baisse, tenez bon, ne vendez pas vos bitcoins. On voit bien que c'est un mot d'ordre en fait qui a absolument aucun sens sur les marchés. C'est comme si on vous disait vous possédez une action complètement pourrie qui baisse, mais c'est pas grave, tenez bon, vendez pas, ne vous laissez pas avoir par les sirènes, etc. Même chose quand ça monte. Donc ça c'est vraiment la mentalité des pionniers, le côté combat contre la finance classique. Donc ça, on va dire que ce sont les investisseurs historiques du Bitcoin. Et ensuite, notamment fin 2007, les particuliers, attirés par la très très forte hausse de prix, sont arrivés sur ce marché, mais sans les convictions philosophiques des pionniers, sans connaissance réelle du produit, de la blockchain, et puis attirés, il faut le dire, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire faire un gros profit à court terme. On a eu donc une grosse arrivée d'investisseurs pas très sophistiqués. C'est pas un jugement, mais moi je suis toujours très surpris d'entendre des gens qui ont jamais investi dans une action et qui achètent du Bitcoin. Donc déjà des personnes qui avaient du mal à comprendre que quand on est actionnaire, on possède une part d'une société, on peut toucher des dividendes, etc. et qui achètent du Bitcoin, mais avec encore moins de connaissances sur la blockchain et puis dans quoi ils investissent. Et ça, on le sait tous, c'est pas bon signe. Et même le principal signe d'une bulle. Quand dans la même semaine il y a votre cousin, votre boucher, votre médecin qui vous parle de Bitcoin, et comme c'était le cas toute la fin 2017, début 2018, et c'est vrai aussi quand on vous parle trop d'actions ou d'immobilier, là, vous savez que la bulle est bien gonflée et va éclater. Donc, cet afflux d'investisseurs, sans background financier, sur un produit qu'on n'arrive pas à valoriser, ça a donné un marché qui est totalement piloté par les émotions et les biais cognitifs, dont j'ai déjà parlé à l'épisode 7. Et notamment, le biais d'ancrage, ou les moyennes à la baisse, sont deux biais qui jouent à fond sur le Bitcoin. En fait, quand on y réfléchit, les gens achètent ou vendent des Bitcoins dans une vague de peur. Et je dis bien acheter, et pas seulement vendre, dans une vague de peur. Et notamment fin 2017, ce qu'on a peur de rater, une partie des particuliers, ça a été de rater une hausse incroyable du Bitcoin. Ils avaient peur de rater, le train qui passe, de rater le billet de loterie gagnant qui va leur faire potentiellement arrêter de bosser au bout de 6 mois. Et pour ceux qui souffrent de cette angoisse, de nombreuses preuves viennent conforter leurs croyances, notamment la croissance de ces dernières années. Et bien sûr, la pub qui est faite de toutes les personnes qui sont devenues millionnaires, milliardaires grâce au Bitcoin. Et quand des plateformes de Bitcoin sont piratées, donc ce qui arrive quand même relativement régulièrement, la peur de rater une appréciation de la monnaie laisse place à la peur de perdre leurs gains, voire même de perdre tout ce qu'ils ont. Mais dans les deux cas qu'on vient de voir, à la fois à l'achat et à la vente, très peu d'entre eux se demandent quelle est la vraie valeur d'un Bitcoin. Ils se demandent juste, est-ce que je pourrais le revendre plus cher dans le futur ? Passons maintenant à un peu plus concret et on va voir comment valoriser une entreprise, que ce soit pour investir en bourse ou tout simplement pour acheter le resto ou le bar du coin. Bien valoriser une entreprise, c'est un exercice subtil d'équilibre entre le passé et les perspectives futures. À la question « Comment estimer la valeur d'une entreprise ?», les ouvrages spécialisés répondent par une avalanche de calculs plus compliqués les uns que les autres. L'estimation, c'est ni un exercice simple, ni une science exacte. On va commencer par l'actif net corrigé, qu'on va appeler book value en anglais. Donc ne partez pas en courant, c'est très très simple. En fait, c'est très basiquement, sur la base du bilan comptable,
tous les actifs de la société moins les passifs. Donc les actifs, c'est tout ce que possède l'entreprise. Donc l'immobilier, si l'entreprise a les murs, mais les stocks, les machines, les comptes bancaires, tous les investissements, etc. Le passif, c'est tout ce que doit l'entreprise, donc toutes les dettes. Cette approche, elle est finalement peu appliquée, alors qu'elle paraît assez basique, de se dire une entreprise, c'est tous ses actifs moins tout son passif. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a beaucoup de retraitements à faire. Bon, pour les actifs tangibles, les actifs matériels, concrets, ok, c'est assez simple. Mais pour les actifs intangibles, les actifs immatériels, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle le goodwill. Par exemple, la marque, l'emplacement, le savoir-faire des employés. On ne peut pas baser la valorisation de Nike ou d'Apple, par exemple, sur la valeur de leurs usines de production en Asie. Leur marque, leur force de marketing, etc., ça vaut des milliards. Prenons l'exemple d'un restaurant bien installé dans votre ville. Si vous achetez exactement la même cuisine, les mêmes tables, les mêmes chaises, donc exactement les mêmes actifs, avec les mêmes dettes, en partant de zéro, que vous vous installez la porte à côté, vous êtes à 10 mètres, est-ce que vous allez avoir exactement le même résultat, le même bénéfice ? Bien sûr que non. Justement, à cause de ce fameux goodwill. Donc ça va être la réputation du cuisinier, la carte, ou même les avis sur TripAdvisor. Donc en fait, cette approche d'actif moins passif, donc l'actif net, elle est délaissée au profit des méthodes basées sur la capacité de l'entreprise à générer du résultat. Donc en deuxième méthode, on va voir maintenant ce qu'on appelle les multiples de résultats pour valoriser une entreprise. Donc on peut utiliser le résultat net, donc vraiment le bénéfice final, total final, ou alors le résultat opérationnel. Sur les titres américains, ça va être donc ce qu'on va appeler soit earnings pour la partie résultat net, ou les bits ou les EBITDA pour le résultat opérationnel. Bref, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va prendre les résultats, le bénéfice donc du dernier exercice, ou est-ce que on va prendre ceux qui sont estimés pour le futur ? Bien sûr, ça fait plus de sens de prendre les résultats estimés pour le futur, mais on n'a aucune garantie que l'entreprise va réellement atteindre ses objectifs. On peut aussi le valoriser avec des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus stables comme le chiffre d'affaires. Et c'est notamment le cas dans la restauration, si vous voulez estimer très rapidement combien vaut un restaurant. Admettons que le restaurant fasse 1 million de chiffre d'affaires. Il va falloir le multiplier par un chiffre qui va dépendre en premier lieu du secteur d'activité. Donc plus il est considéré comme risqué, plus le multiple est faible. Et surtout, une société est d'autant mieux valorisée qu'elle possède un fort potentiel de croissance. Donc vous pouvez appliquer un multiple que vous pensez être correct, par exemple 10 ou 15 fois les bénéfices, ou alors vous pouvez regarder les multiples de transactions récentes pour les PME ou le multiple des entreprises comparables cotées sur le marché. Donc si je reprends le restaurant avec 1 million de chiffre d'affaires, un restaurant est valorisé en général entre 0,8 et 1,5 fois le chiffre d'affaires. Donc si vous connaissez, donc dans ce cas-là, le restaurant vaudra à peu près entre 800 000 et 1,5 million. Mais si vous n'avez même pas une idée du chiffre d'affaires, vous pouvez tout bêtement compter le nombre de couverts, multiplier par le prix moyen pour estimer le chiffre d'affaires. Vous voyez combien de jours par semaine il est ouvert, midi, soir, week-end, etc. Et en 2 minutes, sur votre smartphone, vous avez une fourchette de combien vaut à peu près le fonds de commerce de ce restaurant. Après, vous rajoutez, si elle est mûre, vous rajoutez une estimation de l'immobilier et vous avez un prix estimé. Pour un hôtel, par exemple, on sera plutôt autour de 3 fois le chiffre d'affaires, car la marge est plus élevée que pour un restaurant. Si on revient sur un domaine un peu plus, sur la bourse et les entreprises cotées, on voit que la fourchette des multiples est très large, en fonction notamment des secteurs. Il y a des sites sur lesquels on a l'historique depuis 1880. Et on voit que la moyenne et la médiane d'un multiple de bénéfices est autour de 15. Donc, historiquement, les entreprises valent à peu près 15 fois leurs bénéfices. Pendant la bulle Internet de 2000, on est monté jusqu'à 40. Et pendant la crise de 2008, on est monté à plus de 60, car les prix ne se sont pas ajustés immédiatement à la baisse des profits. Aujourd'hui, on est autour de 24, là, dans ce début mi-2018, autour de 24, ce qui reste historiquement très élevé. Ensuite, la dernière méthode pour évaluer une entreprise, c'est l'évaluation par les flux de trésorerie prévisionnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle cash flow. Donc la méthode s'appelle Discounted Cash Flow, DCF. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la comptabilité, les flux financiers d'un compte de résultat
sont très différents des mouvements que vous allez avoir sur le compte bancaire de l'entreprise. Un achat important va être amorti, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il va se déprécier. Par exemple, pour un véhicule de société, vous allez le payer en entier. Donc en termes de cash flow, vous aurez moins 30 000 par exemple. Mais, comme il sera amorti sur 5 ans, ça va baisser le résultat pendant 5 ans de 60 000. Mais c'est fictif, hein. En réalité, vous aurez eu votre dépense de 30 000 et vous avez un actif qui vaut au départ 30 000. Mais on va faire comme si vous aviez une baisse de résultat de 6 000 pendant 5 ans. La même chose pour les provisions. Au départ, ces règles comptables ont été mises en place pour de bonnes raisons, hein. Mais un chef d'entreprise peut utiliser ça pour basculer du résultat d'une année sur l'autre, par exemple. Dans cette approche, on se base sur les cash flows, donc vraiment les mouvements de cash réels, pour éviter toute manipulation des chiffres. Alors, c'est clair que c'est pas évident d'estimer les futurs cash flows, parce que ça comprend aussi les investissements nécessaires pour que l'entreprise continue à se développer. On prend souvent un horizon de 5 à 7 ans, et on actualise ces montants de cash. Alors, actualiser, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais c'est une notion qui est clé en économie et en finance, c'est estimer combien ces montants de cash qui auront lieu dans le futur valent en euros d'aujourd'hui. En effet, de l'argent à venir vaut moins que de l'argent disponible aujourd'hui. D'une part, parce qu'on n'est pas certain de le percevoir, et d'autre part, parce qu'on est privé de la possibilité de le placer. Et pour tenir compte de ce phénomène, il est nécessaire de déterminer ce que les spécialistes appellent un taux d'actualisation. Ce dernier varie en fonction des anticipations en matière de taux d'intérêt et d'inflation, ainsi que du risque que représente l'entreprise. Donc voilà les grandes lignes pour valoriser une entreprise. Mais le mieux, c'est de croiser ces 3 approches. Donc, si ce que je vous souhaite un jour, vous devez évaluer un business, idéalement pour le racheter, vous devez regarder l'actif net, donc la book value, donc les actifs moins les passifs, mais qui va être plutôt à considérer comme un minimum. En réalité, le business vaut toujours plus. La deuxième approche, donc les multiples, soit les multiples du bénéfice, du résultat opérationnel, voire même du chiffre d'affaires quand on manque d'informations. Et enfin, la troisième méthode que je vous rappelle, les discounted cash flow. Dans le titre, je vous ai fait un petit teaser pour parler de valoriser une vie. Donc c'est juste pour partager des recherches qui ont été faites par plusieurs économistes, et notamment Robert Thaler. Robert Thaler qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2012. Et je suis en train de lire son livre Misbehaving, qui est malheureusement pas sorti en français, mais qui est passionnant. Donc ça peut sembler un peu dingue d'évaluer combien coûte une vie, ou combien plutôt vaut une vie. Mais les pouvoirs publics doivent faire ça en permanence pour évaluer certains projets ou certaines lois. Les tribunaux ou les assurances aussi doivent juger des indemnisations aux familles de victimes. Donc ce sera très rapide, parce qu'on pourrait, en lisant ce livre, c'est un sujet qui est énorme et je pourrais faire plusieurs épisodes entiers là-dessus. Mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Une autorité peut avoir à faire le choix à un moment d'élargir une route. Et ils se sont rendus compte que en élargissant le terre-plein central ou en mettant un terre-plein central sur une route, projet qui coûterait 40 millions de dollars, on sauverait à peu près 7 vies par an. Est-ce que vous mettez les 40 millions sur la table ou est-ce que vous les mettez ailleurs dans des améliorations d'écoles, dans des baisses d'impôts ou autres? Parce que 40 millions, 7 vies, ça fait à peu près 6, ça fait un petit peu moins de 6 millions par vie. Bien sûr que ça paraît très cher, évidemment, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pire quelqu'un de votre famille, évidemment ça n'a pas de prix. Dans le même genre d'étude, pour valoriser une vie, ce qui est fait, c'est qu'on va comparer le même métier, mais qui est fait dans un environnement dangereux ou non. Par exemple, plongeur, on va dire, dans une zone touristique, ou plongeur sur une plateforme pétrolière sur lesquelles il y a de temps en temps des personnes qui ont des accidents, voire même qui meurent. Et on va comparer les salaires entre ces 2 métiers et le taux de mortalité. On peut faire ça après c'est infini, mais on peut faire ça avec un laveur de carreaux classique et un qui est perché sur une tour au 80e étage d'une tour de Manhattan, et il y a peut-être un sur 10 000 qui va avoir un accident. Et basé là-dessus, on arrive à valoriser une vie. Bien sûr, aux États-Unis, où ils n'ont aucun tabou avec l'argent, il y a plein de calculs qui sont faits, et ils ont valorisé entre 4 et 10 millions une vie, avec une moyenne autour de 7 millions. Je suis d'accord avec vous que ça n'a rien d'éthique, c'est absolument pas la manière, je pense, dont on considère la vie, mais bon, d'un point de vue purement financier, ça fait partie des méthodes de valorisation en plus. Je suis arrivé au bout aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. On est à peu près toujours dans le même temps que d'habitude, un peu moins de 30 minutes. Et merci encore pour vos encouragements, pour ceux qui m'ont mis des évaluations sur iTunes. Si je pouvais vous demander quelque chose, c'est idéalement de partager ce podcast ou cette vidéo YouTube avec des gens qui sont intéressés par la finance, l'économie, ou la psychologie des marchés. Ce serait super. Si vous êtes sur YouTube, un petit like, ça me fait plaisir. Ça me motive aussi à continuer tout ça. Merci à tous et puis au prochain épisode dont j'ai pas encore choisi le thème, mais ce sera la surprise. Merci, ciao.